que sort aujourd'hui sur grand écran une histoire de triangle amoureux sur fond de partie de tennis avec Zendaya, où vous emmène au Grenoble Tennis qui est tombé l'an dernier dans les filets du padel au point de l'accoler à son nom officiel et de proposer aujourd'hui 7 pistes de jeu. Des petites balles, des vers de terre, des services en cuisine, du foot avec des voitures et bien d'autres jeux virtuels, cette fois, qui ont envahi le campus à l'occasion de Let's Play UGA. C'était il y a quelques jours. La compétition diffusée sur le réseau Twitch a permis de récolter plus de 22 000 € au profit de 4 associations étudiantes caritatives. Et puis, utilisé comme anesthésiant, le protoxyde d'azote, appelé également gaz hilarant, fait des ravages comme drogue chez une partie des adolescents et jeunes adultes. Les explications à la fin de ce JT du professeur Maurice de Mathéis, chef du service pharmaco-addictologie du CHU Grenoble-Alpes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du mercredi 24 avril 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le Stade des Alpes a franchi la barre des 15 000 spectateurs, mais c'est le Vert qui était plein mardi soir à Grenoble. Favori de ce match comptant pour la 34e journée de Ligue 2, Saint-Étienne s'est imposé face au GF 38 2-0. Pourtant, on aurait pu y croire puisqu'à la 80e minute, le score était toujours de 0-0. Grenoble a eu de vraies occasions, notamment en première période, mais n'a pas su faire la différence. Un match qui avait été placé sous haute protection pour éviter les heurts entre supporters stéphanois et grenoblois. Mais tout s'est finalement déroulé sans incident. Mais l'image de ce match, ça restera aussi ce splendide tifo réalisé par les supporters grenoblois avec un serpent et un dragon qui symbolisent les deux rivières qui se rejoignent à Grenoble, l'Isère et le Drac. Une réponse au tifo des Stéphanois l'an dernier. Le GF 38 est actuellement 11e de Ligue 2 et jouera son 3e match en une semaine samedi à Valenciennes. C'est un sport qui n'atteint pas tout à fait le même nombre de licenciés que le foot, mais qui a le vent en poupe. En France, la barre des 40 millions pourrait être franchie d'ici 10 ans. Depuis près d'un an, le padel fait les beaux jours du Grenoble Tennis, devenu le Grenoble Tennis Padel, qui s'est doté de plusieurs terrains, intérieurs et extérieurs. Jamais un club de tennis en France n'avait investi autant dans le padel. Camille Avon. Inventé au Mexique dans les années 70, il a très vite conquis l'Espagne et l'Argentine. Aujourd'hui, il est le sport à la mode en France, le padel, un mélange entre du tennis et du squash. Les joueurs peuvent faire rebondir la balle sur les vides qui entourent le terrain. Un seul rebond est autorisé. Le comptage des points est identique à celui du tennis, un sport qui prend de l'ampleur. En France, ils sont près de 113 000 pratiquants en 2023. Alors au Grenoble Tennis, 7 terrains de padel ont été créés pour pouvoir accueillir tout le monde. On fait face à une saturation tout simplement des terrains. On a aujourd'hui 96% de taux d'occupation de nos terrains. Donc on a de plus en plus de joueurs nouveaux. Un sport qui se joue uniquement en double. La raquette est quant à elle plus petite que celle du tennis, mais beaucoup plus épaisse, ce qui permet plus de contrôle dans les gestes. Un sport addictif qui se veut plus ludique et plus tranquille que les autres sports de raquette et plus accessible à tous. On touche une population qu'on n'aurait peut-être pas touchée avec d'autres sports de raquette. On a beaucoup d'anciens footeux qui viennent jouer, des rugbyman aussi, et des gens qui n'ont même jamais fait de sport et qui viennent faire un sport de raquette. Donc c'est aussi ça qui est très intéressant. Le Grenoble Tennis propose des entraînements d'1h30 par niveau chaque semaine, l'occasion de se retrouver autour d'un sport. Pour les adhérents, il faut compter près de 7 € pour s'inscrire à une session. Alors pour certains, il était temps de troquer leur raquette de tennis pour celle du padel. C'est très ludique, on s'y amuse vachement et on peut très vite progresser, même si on ne vient pas des sports de raquette. On peut très vite s'amuser, j'ai des copains qui ont essayé tout ça et qui ont adoré. Ça fait entre 2 et 3 ans que je joue au paddle. Avant j'étais tennisman, beaucoup de douleurs au dos. Du coup, passer un peu sur l'activité paddle qui est bien moins traumatisante. Un sport de plus en plus populaire, des tournois de padel sont régulièrement organisés au sein du club, mais aussi dans toute la France.
Et le club envisage maintenant de candidater à l'organisation d'événements nationaux et pourquoi pas internationaux pour faire de Grenoble une place forte du padel en France. Les bus et tramways de nouveau en circulation depuis mercredi matin avec une brigade de transport en commun de la police nationale déployée sur les lignes les plus sensibles. Mardi, les personnels des transports en commun de l'agglomération grenobloise avaient exercé leur droit de retrait après des coups de feu tirés contre un bus C7 lundi soir au terminus des Chirolles-Comboire alors que le conducteur se trouvait encore à l'intérieur. Au moins 7 impacts de balles ont été relevés. Une enquête a été ouverte. Le déploiement de la vidéoprotection pourrait prochainement être renforcé. Pour décider, il faut être un homme à un nombre impair, inférieur à 2, disait Georges Clémenceau. On n'en est pas encore là. À la mairie de Grenoble, reste que le consensus est parfois difficile. Les 7 frondeurs qui avaient été exclus de la majorité pour s'être exprimés contre la hausse de la taxe foncière de 25% avaient formé en mai dernier le groupe GDES. Mais 3 d'entre eux, Maxence Salotto, Barbara Schumann et Anouche Agobian, viennent de décider de le quitter pour constituer un pôle sous l'étiquette Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann. Ils évoquent des divergences concrètes avec Pascal Clouer et Amel Zenati, ce que GDES a regretté dans un communiqué, expliquant qu'il ne s'agissait pas de se marier mais de travailler ensemble, fin de citation, et que les mêmes personnes restaient pourtant dans le même groupe à la métropole. Le conseil municipal de Grenoble compte aujourd'hui 8 groupes. Tous ensemble, ils sont parvenus à réunir plus de 22 000 € pour venir en aide à 4 associations caritatives formées par des étudiants grenoblois. Même si la caisse d'épargne a fait le plus gros chèque, les joueurs de Let's Play UGA ont réussi, entre 2 parties de jeux vidéo, à glisser quelques euros dans la cagnotte. L'événement était une première pour l'université. Voyez le reportage de Jérémy Pinard. L'université Grenoble-Alpes quitte l'école le temps d'une journée pour se mettre aux jeux vidéo. L'UGA a transformé un amphithéâtre en un véritable lieu de gaming. Une compétition autour de plusieurs jeux a été organisée et à l'origine de cet événement, une levée de fonds pour 4 associations étudiantes engagées sur le campus. On est donc dans l'amphiveille qui est derrière moi, avec 4 équipes qui s'affrontent sur 4 jeux différents. Toute la journée. C'est à la fois de s'amuser aussi pour pouvoir profiter d'avoir un événement festif sur le campus autour du jeu vidéo, ce qui n'est pas si souvent et surtout pas organisé par une université. Et puis de pouvoir lever des fonds de manière très concrète pour les projets des associations. Une journée de live retransmise sur Twitch, cette plateforme de diffusion en direct a récemment permis à plusieurs cagnottes caritatives d'exploser des records. Un terrain innovant et inspirant pour l'UGA. Pour un événement caritatif comme ça, c'est vraiment bien d'arriver à se moderniser et c'est beau de voir ce que Clémence Israël et tout le reste de l'UGA ont réussi à mettre en place. Franchement, c'est vraiment impressionnant et c'est super bien. C'est pour des bonnes œuvres et tout ça, c'est très cool. Je viens d'arriver, mais ça a l'air bon délire. Donc ouais, j'ai regardé un peu le stream. Les casters, ils ont l'air sympas. Donc ouais, ça a l'air bonne ambiance. Surtout pour un mec qui aime jouer aux jeux vidéo, ça fait vraiment plaisir. Un événement qui s'inscrit dans le programme Campus solidaire et citoyen lancé en 2021 en réponse aux impacts de la crise sanitaire. L'idée, c'est qu'on récoltera ce qu'on récoltera le maximum possible pour soutenir les associations étudiantes. Évidemment, elles comptent sur ça et chaque euro compte. L'idée, c'est que tout le monde peut donner. Même 1 euro, ça suffit. C'est pas obligé de donner beaucoup, mais chacun peut participer. Une première action caritative dans l'univers du jeu vidéo réussie, car l'événement aura finalement permis de récolter plus de 22 000 € grâce aux dons de particuliers et de mécènes. Et l'addiction aux jeux vidéo, ça existe, mais c'est d'un autre problème dont nous allons parler à présent avec mon invité, celui de la consommation de protoxyde d'azote en plein boom chez certains jeunes. Bonsoir, professeur Maurice de Mathéis. Bonsoir. Vous êtes médecin addictologue, chef de service universitaire de pharmaco-addictologie au CHU Grenoble-Alpes. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer ce que c'est le protoxyde d'azote et comment est-il utilisé habituellement ? Alors, il y a 2 types de protoxyde d'azote. Il y a celui qui va être utilisé comme un gaz anesthésiant et puis celui qui est utilisé dans l'alimentation. Et c'est vrai que celui qui pose le plus problème, c'est celui finalement qui est disponible facilement dans le cadre effectivement de l'alimentation et qui est détourné finalement à visée récréative. Mais au-delà du récréatif, on va voir que chez certaines personnes plus vulnérables, eh bien, ce produit va prendre une place particulière et finalement s'inscrire dans une conduite addictive comme on peut l'avoir avec d'autres produits.
Alors, comment ça fonctionne, l'utilisation de ce gaz comme drogue? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une cartouche de chantilly ou une cartouche un petit peu plus grosse, comme on va le voir? Alors en fait, ils utilisent notamment sous forme de ballon et effectivement, donc on a historiquement les petites cartouches, mais les conditionnements ont évolué, notamment sous forme de bonbonnes qui permettent finalement des usages encore plus importants et comme toujours, plus on peut utiliser beaucoup, plus on risque effectivement de répéter les consommations et du coup de s'inscrire dans une conduite addictive. Et c'est vrai que comme c'est inhalé, ça va aller très vite dans le sang et donc dans le cerveau, procurer un effet rapide mais court et du coup ça incite effectivement donc à répéter la consommation. Alors si au lieu d'avoir une cartouche, on a des bonbonnes, et bien finalement on va répéter encore plus facilement les consommations et chez certains jeunes, et bien il peut y avoir un emballement des consommations pouvant entraîner bien entendu des conséquences liées à la consommation aiguë, mais liées aussi à la consommation chronique. Comme le tabac ou l'alcool, c'est une drogue en vente libre. Pas pour les mineurs, mais il y a d'autres moyens de s'en procurer. Voilà, même si effectivement aujourd'hui il y a eu des limitations, des restrictions pour limiter l'accès aux produits, on voit bien qu'il y a des contournements, notamment par Internet, qui permettent finalement d'obtenir le produit en grande quantité. Quels sont les effets immédiats ? Alors, il peut y avoir d'une part effectivement donc les effets recherchés, notamment de désinhibition chez les jeunes, mais et donc la facilité du contact. On est dans l'effet récréatif, donc c'est ce qui est recherché, c'est l'effet attendu. Mais on peut avoir effectivement donc tous les effets indésirables, aussi bien donc des troubles de l'équilibre, des pertes de connaissance, des problèmes sur le plan cardiovasculaire, des brûlures parce que effectivement donc le gaz il est très froid, donc ça peut entraîner des gelures. D'où l'importance là aussi donc d'accompagner les jeunes qui en consomment pour limiter les conséquences. Mais lorsqu'on en consomme en grande quantité, là on va passer sur autre chose et on peut entraîner notamment des atteintes neurologiques, notamment en interférant avec la vitamine B12 et du coup on peut entraîner des lésions au niveau de la moelle épinière ou des atteintes cérébrales par obstruction de vaisseaux. Donc des effets secondaires, et l'effet secondaire qui est sur le plus long terme, c'est de devenir addict. Alors, en fait, on n'est pas obligé de devenir addict pour faire des conséquences. C'est ça qui est très important. Finalement, donc, dans une consommation en aigu, on peut avoir déjà des conséquences. Et quelqu'un qui va se mettre à consommer de grandes quantités de manière répétée, sans forcément au départ avoir développé une addiction, parce que pour parler d'addiction, il faut que ça dure dans le temps. Mais si on a déjà donc des vulnérabilités par rapport à cette vitamine B12, pour des raisons notamment entre autres de régime alimentaire ou de pathologies associées, eh bien on peut tout à fait donc finalement présenter des conséquences neurologiques. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que depuis le confinement, on va dire depuis 2019-2020, où on a eu une explosion des cas au sein de l'addictovigilance, non seulement au niveau national, mais au niveau international, on voit que près des 2/3, même un peu plus des 2/3 des cas de notification spontanée sont associés aux atteintes neurologiques. Donc ça, c'est important. Des séquelles irréversibles ? Alors on peut, tout à fait. Donc tout dépend de l'intensité de la lésion et notamment aussi de la répétition, parce qu'on a des jeunes, malgré effectivement des premières conséquences, vont répéter donc les consommations. L'autre tiers qu'on a eu, c'est notamment des symptômes psychiatriques. Vous voyez qu'on peut avoir à un moment donné donc des éléments de confusion, des éléments d'anxiété, de dépression, etc. liés à ces consommations. Et puis un peu moins nombreux, on peut avoir donc les atteintes cardiovasculaires. Donc finalement, vous voyez que c'est un gaz qui, si au départ il a été utilisé de manière récréative, peut devenir problématique et même très problématique chez certains jeunes. Certaines collectivités s'attaquent aussi au problème, non seulement pour ce problème sanitaire, mais aussi pour un autre problème. Il faut savoir que ces cartouches, petites ou grandes, sont bien souvent récupérées dans la rue par les services de voirie, et que c'est jamais une bonne idée de faire exploser une cartouche de gaz dans un service qui va traiter les déchets. Vous participez, vous, avec Grenoble-Alpes Métropole, à des conférences dans les lycées du territoire. 5 établissements ont été concernés, et plus globalement, par cette porte d'entrée du protoxyde d'azote, il s'agit aussi de parler des conduites addictives. Est-ce que les jeunes ont conscience de la gravité de ces usages ? Pas forcément. On voit bien que d'autant plus quand le produit il est socialement accepté, il y a une vision très très positive du produit, parce que
comme il agit vite et très court, et que finalement il est utilisé à visée alimentaire, on ne peut pas l'associer à quelque chose qui est dangereux. Et c'était très important d'avoir fait ces interventions avec Caroline Salas-Toquero, qui est psychologue clinicienne d'un service, qui est avec nous, et qui a effectivement co-animé toutes ces séances dans les lycées, avec en plus des élèves qui ont largement participé à un questionnaire qui permettait d'évaluer donc les différentes consommations et vulnérabilités sous-jacentes. On remercie encore une fois l'initiative de la métropole Grenoble-Alpes qui a permis effectivement donc ces interventions et qui ont surtout permis d'identifier que finalement il y avait un nombre significatif d'élèves qui consommaient finalement de manière quotidienne d'autres produits, que ce soit le tabac, l'alcool, le cannabis, mais qui avait aussi une grosse problématique avec les écrans. La moitié d'entre eux avaient identifié une problématique avec les écrans. L'autre chose importante, c'est qu'on a pu repérer aussi des éléments de vulnérabilité sous-jacente, puisque près d'un sur deux exprimaient de l'anxiété, un quart de la dépression, voire pour un certain nombre d'entre eux des idées noires. Donc vous voyez, ça questionne. Et puis des troubles du sommeil extrêmement fréquents, avec clairement un nombre conséquent d'élèves qui considéraient que leur sommeil était trop court, avec une somnolence dans la journée pour près de 60% d'entre eux. Donc très clairement, ça, tout est lié. Alors voilà, tout est lié effectivement, puisque même si c'est une étude descriptive, en gros, on retrouve tous les éléments de vulnérabilité qui, on le sait, sont à risque parce qu'on est chez des jeunes qui ont un cerveau immature. Il est évident de ne pas respecter les besoins fondamentaux à cet âge-là, c'est déjà augmenter le risque de développer des problèmes et consommer des produits notamment régulièrement à cet âge-là, on augmente le risque de développer des conduites addictives. D'où l'importance, effectivement, de faire effectivement ces mesures de prévention et d'information auprès des jeunes pour qu'ils puissent s'en protéger, finalement. Merci beaucoup, professeur de Mathéis. Merci. On se quitte en musique avec FFF, la Fédération française de funk est de retour après 23 ans de pause avec un nouvel album, Scream. Marco Prince, Yarol Poupeau, Nicolas Baby et Crichou Montieu se produiront jeudi soir à la Belle Électrique à Grenoble. Peut-être reste-t-il quelques petites places. Excellente soirée à tous.